Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc bonjour Denis. Bonjour. Denis donc de Alter 33 qui nous fait qui nous fait l'immense plaisir et l'immense privilège de venir intervenir à l'occasion de ce web séminaire dédié à l'emploi et le handicap. Un sujet donc finalement qu'on n'avait pas trop abordé ces derniers temps et qui nous semblait pertinent de proposer au réseau de la Nouvelle-Aquitaine donc en 2017. L'objectif donc, on part sur de la formule classique, trois quarts d'heure d'intervention et un temps pour les questions-réponses pour clôturer ce premier web séminaire. L'idée bien évidemment est de capter et de décrypter un petit peu tous les enjeux autour de cette question fondamentale et voir aussi comment, par rapport à notre réseau qui est passé de 300 offices à 150 entre 2016 et 2017, qui est profondément impacté aussi par la question de la taille des entreprises et des offices de tourisme, en tout cas qui grossit en personnel. Donc de voir aussi quels sont les enjeux pour notre réseau et essayer déjà de peut-être aussi s'inspirer d'autres secteurs d'activité qui sont également concernés et pour lequel Denis intervient et donc fait également avec Alter 33 de l'accompagnement d'entreprises pour justement aider les entreprises sur ces questions-là. Donc une nouvelle fois, merci Denis. Je vais te laisser dérouler gentiment ton propos. Et puis je reviendrai à ce moment-là pour le temps de questions-réponses en fin de web séminaire. Ok, parfait. Hop. Donc bonjour à tous. Donc Denis Pénaud. Donc moi je suis coordinateur donc du service Alter 33, donc un service donc, qui est financé par la GFIP. Et donc j'accompagne les entreprises dans le cadre de la mise en place de leur politique emploi et handicap, à la fois en interne et en externe. C'est-à-dire qu'effectivement, très très souvent, je me rends compte que de la spécificité de la structure, quel que soit son territoire, ses métiers et son organisation. On peut très bien avoir différents offices de tourisme sur plusieurs secteurs et le besoin ou les métiers ou la manière de manager vont être très très différentes. Et donc du coup, la prise en compte effectivement du handicap au travail peut être très très différente. Alors là, j'ai un petit souci du coup pour faire basculer euh, Voilà, ok. Donc la finalité, en fait, voilà, c'est de tenir compte du handicap, parce que souvent, les gens ont une image très, très souvent négative. Et la clé d'entrée, c'est de se dire, quelle est ma situation, quels sont mes métiers, quelle est mon organisation, et est-ce que, dans un premier temps, tenir compte effectivement de la qualité de vie au travail et des problématiques de santé que peuvent rencontrer tout un chacun de mes salariés, peut être une des clés d'entrée pour répondre favorablement à son obligation d'emploi. Alors l'obligation d'emploi, c'est tout simplement effectivement toute entreprise de plus de 20 salariés doit posséder l'équivalent de 6% de personnes en situation de handicap. Si elle ne remplit pas cette obligation d'emploi, elle verse donc une contribution à la GFIP. Alors, schématiquement, j'ai 20, entre 20 et 33 salariés en équivalent temps plein. Donc ça tient compte de mes CDI, de mes CDD et éventuellement aussi des contrats intérimaires ou saisonniers. Et à partir de là, donc, je fais le calcul de ma masse salariale et je vais avoir besoin donc, de l'équivalent d'une personne en situation de handicap à temps plein. Si je ne remplis pas cette obligation d'emploi, je vais verser donc l'équivalent de 3 900 euros par salarié manquant. Et ça, donc, pendant le temps que je ne remplis pas cette obligation d'emploi. Si au bout de 3 ans, rien n'est fait, vais me retrouver effectivement en situation de surcontribution. Donc là, pour le coup, ce sera versé 15 000 euros par salarié manquant. Donc, avec le regroupement que vous avez au niveau des offices de tourisme, il y a un impact réel financier qui peut être important. Au-delà de ça, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est que il ne faut pas aborder, à mon avis, la question du handicap et de l'emploi des personnes en situation de handicap comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de construire effectivement des réponses RH qui soient intéressantes pour l'entreprise et pour les salariés. Donc, la réalité du handicap en France, c'est effectivement 2,5 millions de personnes en situation de handicap qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui soient salariés et où effectivement demandeurs d'emploi. Donc, il y a un réel paradoxe en France, en fait, puisqu'en fait, initialement, donc, peu d'entreprises remplissaient leur obligation d'emploi suite à la loi de 2005. Depuis, on est quasiment passé à 3 entreprises sur 4 qui remplissent totalement ou partiellement leur obligation d'emploi, c'est-à-dire qui versent partiellement une contribution à la GFIP.
et la GFIP qui après effectivement va redistribuer effectivement les sommes financières pour aider les entreprises donc, qui vont aménager les postes de travail de leurs salariés en situation de handicap, qui vont recruter des personnes en situation de handicap via des contrats aidés ou via des aides directes de la GFIP, mais ou aussi aider des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui vont avoir besoin d'acquérir une qualification et une formation. Donc paradoxalement, donc, les entreprises remplissent de plus en plus leurs obligations d'emploi. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap qui sont inscrits donc, sur les listes de Pôle emploi et ça correspond à plus 65% de personnes sur les 5 dernières années. Donc il y a réellement un accroissement effectivement et une meilleure prise en compte des problématiques de santé. Les gens vont largement plus vers une reconnaissance en situation de handicap. L'autre problématique qu'on constate aussi, c'est que l'allongement des durées de parcours professionnel joue un rôle important effectivement sur la situation de handicap. J'ai une problématique de canal carpien, par exemple, à 40 ans, ou une difficulté d'audition à 40 ans, tout simplement avec le vieillissement et l'allongement des carrières professionnelles, d'une problématique qui peut paraître entre guillemets anodine, peut devenir très très vite problématique sur une situation de travail et gêner effectivement la qualité de service rendu ou la nature des tâches ou la manière dont je vais effectivement délivrer mon activité professionnelle. Donc du coup, les salariés peuvent se retrouver très très vite en situation de handicap. Le handicap aussi, ce qui est important de savoir, c'est que 85% des handicaps sont acquis. Ils sont acquis tout simplement au cours de la vie. C'est-à-dire que on ne naît pas majoritairement avec un handicap en France. Le handicap, donc, il survient surtout au cours de la vie, donc, ce qui fait que tout un chacun peut être effectivement concerné. Et c'est tout simplement effectivement par exemple un accident. Je monte sur une échelle, je taille ma haie, je glisse de l'escabeau, je me retrouve effectivement à me fracturer une hanche ou le bassin. Je vais me retrouver en situation de handicap si je suis effectivement agent d'accueil sur un office de tourisme et en travail debout, en situation de travail debout prolongé, et ça peut effectivement me mettre en difficulté, ou toute la chaîne de déplacement peut devenir difficile. Donc je peux avoir besoin effectivement d'acquérir la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à la suite effectivement d'un accident de la vie quotidienne. L'autre typologie de handicap qui peut effectivement survenir, c'est tout simplement la maladie de tout type. Alors majoritairement, la maladie qui va la plus affecter effectivement les personnes en France va surtout être des maladies cardiaques, cardiovasculaires ou des maladies respiratoires. Et ça peut être aussi tout simplement une hyperthyroïdie, on en parle beaucoup en ce moment avec les problématiques de l'évothyrox, ou un diabète. Et en fonction effectivement de l'affection de la problématique de santé, ça peut avoir un retentissement sur l'activité professionnelle du salarié, avec notamment un impact fort sur la fatigabilité, sur la productivité, le rythme de travail, parfois même des arrêts de travail qui vont se mettre en place. La dernière cause effectivement de survenance du handicap, c'est tout simplement le vieillissement, avec l'exemple que je prenais effectivement tout à l'heure. J'ai une problématique d'audition à 35 ou 40 ans, il est très très clair qu'avec le vieillissement et une activité professionnelle, je vais moins bien entendre. Donc voilà, le handicap, on est quasiment tous concernés et il peut aussi fortement impacter. L'autre survenance, c'est la dernière et c'est certainement la moins impactante, c'est l'accident de travail ou la maladie professionnelle, puisqu'en fait, une situation sur 10 de handicap ne sera acquise que sur le lieu de travail. Donc, contrairement à ce qu'on pense en France, c'est pas forcément le handicap, pas le travail qui génère la situation de handicap, mais c'est vraiment les autres situations. Donc, le travail, ça peut être tout simplement, je glisse d'un escalier, je me fracture 2 vertèbres, je peux encore une fois me retrouver en situation de handicap et en difficulté sur mon poste de travail. Donc les gens ont très très souvent, du coup, et notamment les salariés, ont une image très en deçà de la réalité de ce qu'est le handicap en France. Et schématiquement, si je dois vous donner une image qui ressort des actions de sensibilisation que je fais auprès des salariés, la première image qui vient, ce sont effectivement les personnes à mobilité réduite. Et en fait, les personnes à mobilité réduite ne représentent que 1% des personnes en situation de handicap en activité professionnelle ou en démarche de recherche d'emploi. Donc, si j'ai une problématique effectivement de diabète ou si je suis
migraineux ou si j'ai fait un AVC, paradoxalement, je ne vais pas me sentir en situation de handicap lourd, donc je ne vais pas engager effectivement une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Malheureusement, effectivement, seul le statut de la qualité de travailleur handicapé permet d'éviter notamment les licenciements pour inaptitude, puisque ça permet à un moment donné à l'entreprise et aux salariés de bénéficier d'aides techniques, financières, organisationnelles, managériales aussi, sur la recherche optimale de solutions, en faisant par exemple intervenir un spécialiste qui peut analyser la problématique de santé du salarié et donc éviter un licenciement. J'ai eu le cas voilà, d'une grande entreprise de commerce en ligne que je ne citerai pas, dont un salarié qui était en CDI depuis 6 ans a eu une problématique visuelle avec un glaucome qui lui faisait perdre progressivement la vue. Donc sa difficulté était qu'il sélectionnait donc, avec un scanner à douche les mauvais produits et qu'au final ça a généré de l'erreur au niveau de sa préparation de commande. Donc on a pu faire intervenir la GFIP dans le cadre d'une obtention de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale, qui a permis de faire financer une intervention d'un spécialiste de la vue sur lequel on a pu adapter son outil de travail, en l'occurrence un scanner sur lequel on a rajouté effectivement des loupes grossissantes qui lui permettaient de tenir compte de l'évolution de sa pathologie et donc de la moindre visibilité qu'il voyait. Et on y rajoutait effectivement un système d'éclairage qui était positionné sur son scanner qui lui permettait d'avoir donc du coup une luminosité suffisante qui lui permettait de mieux voir dans la réserve sur laquelle il devait intervenir. Donc on n'a pas lutté, si vous voulez, contre la dégénérescence de sa pathologie. Par contre, on a permis à ce salarié de conserver son emploi en tenant compte de son environnement de travail. Donc, la problématique, voilà, ça c'est un exemple sur une problématique visuelle, ça peut être le cas sur tout type de problématique, qu'elle soit motrice, auditive, visuelle, sur une maladie invalidante, sur une maladie psychique. Tout peut effectivement s'améliorer ou s'optimiser à condition qu'on puisse intervenir. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en France, voilà, c'est que les gens font très très peu une démarche encore d'obtention d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de peur d'être tout simplement effectivement mis de côté dans leur entreprise, de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir progresser, d'avoir des augmentations de salaire, parfois même de suivre une formation, ou tout simplement par peur d'être licencié. Alors ce qui se passe, une des grandes réalités aussi, c'est que les personnes en situation de handicap qui sont licenciés ou qui se positionnent sur le marché de l'emploi ont souvent une qualification professionnelle qui est très très en deçà de la réalité des attendus des entreprises, qui va de plus en plus vers une augmentation du niveau de qualification. Et donc les personnes en situation de handicap restent plus longtemps au chômage, pardon, et donc du coup il y a des besoins d'orienter et de mieux former ces personnes pour leur permettre un positionnement sur le marché du travail. Donc la loi du 11 février 2005, donc je vous en ai parlé effectivement, donc c'est 6% de personnes en situation de handicap. Sinon elles vont effectivement verser une contribution donc à la GFIP. Donc j'ai effectivement déjà parlé de ces éléments-là. Alors pour une entreprise, la réponse effectivement que mon service va apporter auprès des entreprises va être donc déjà de prendre la bonne mesure de ce qu'est réellement l'activité professionnelle, quels sont les métiers, l'organisation, la culture, la manière de travailler et de construire avec l'entreprise les moyens de répondre favorablement à son obligation d'emploi. Alors, très très souvent, moi ce qui me semble important, la première des choses, c'est effectivement de sensibiliser, de former les salariés, donc et le comité de direction sur ce que sont réellement le handicap en France et qui sont les bénéficiaires, puisque très très souvent, et dans 40% des situations, des personnes peuvent avoir une problématique de santé qui peut relever d'une reconnaissance administrative de la qualité de travail handicapé, mais que les personnes ne le font pas, voilà, sur les raisons que j'ai évoquées précédemment. L'autre impact positif aussi sur les actions de sensibilisation, et pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment essentiel
pour l'entreprise dans la qualité qu'on peut proposer sur l'accompagnement, c'est que très très souvent, des entreprises dont les salariés sont sensibilisés lorsque on va mettre en place effectivement un protocole de recrutement et sur lequel on va pouvoir mettre en place un fléchage spécifique d'une personne en situation de handicap. Euh, les gens vont être très très accueillants et du coup ne pas voir la logique du handicap comme quelque chose de sclérosant et prendre juste la personne dans sa différence tout simplement. Et en tenant compte de la différence, on est sur une logique d'inclusion qui est beaucoup plus forte et qui fonctionne beaucoup mieux. Et ça permet aussi à l'entreprise de réfléchir sur ses moyens d'intégrer des salariés. Et donc, du coup, l'approche tutoriale est relativement intéressante parce qu'en travaillant avec des personnes en situation de handicap, on va refondre complètement la modalité de travail et souvent une organisation de travail qui sera beaucoup plus humaine et beaucoup plus ouverte sur l'autre. Et derrière, on est souvent effectivement sur une logique de productivité souvent meilleure. Quel que soit le secteur d'activité effectivement de l'entreprise, puisqu'on va questionner à un moment donné qu'est-ce qui, dans la réalisation d'une tâche, euh, peut être problématique pour une personne en situation de handicap. Et on se rend compte que très très souvent, ce qui l'est pour une personne en situation de handicap, c'est en fait qu'un focus qui met en lumière une difficulté qui peut être partagée par l'ensemble des salariés. Et donc, on va permettre d'optimiser la situation de travail dans l'entreprise. L'autre manière, effectivement, de répondre à son obligation d'emploi va être tout simplement l'accueil de stagiaires. L'accueil de stagiaires, on est vraiment. Alors, c'est pas ça qui va à un moment donné faire diminuer fortement le montant de la contribution, hein, puisque ça va permettre de faire minorer le montant de la contribution AGFI, pas seulement de l'ordre de 2%. Par contre, en termes de construction de changement de mentalité, de mise en relief de parcours pour voir si effectivement la personne a, au-delà des capacités et des compétences professionnelles, surtout une, une appétence sur le métier ou une capacité à travailler en bonne harmonie avec les équipes. Voilà, il va y avoir ces deux entrées sur l'accueil de stagiaires qui sont plutôt très, très, très intéressants. L'autre moyen de répondre effectivement à son obligation d'emploi, ça va être tout simplement le recours auprès du secteur adapté et protégé, qui va permettre à un moment donné d'identifier en fonction de la spécificité des entreprises une politique de prestations qui soit pertinente pour des personnes en situation de handicap, dont le handicap va être souvent beaucoup plus lourd, puisque ce sont des personnes qui travaillent dans des ESAT, donc les établissements spécialisés de travail, donc anciennement CAT, donc je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, et aussi qui travaillent en entreprise adaptée. Donc là, c'est encore une fois la spécificité de l'entreprise et la volonté de travailler sur une dimension sociale et humaine qui va vraiment être intéressante et qui peut aller dans le sens de l'écologie aussi. Donc je prends un exemple, c'est une grande entreprise de construction que j'ai accompagnée et qui souhaitait à un moment donné valoriser le recyclage des équipements professionnels individuels. Donc tout ce qu'on appelle les EPI, donc tout ce qui va être équipement de sécurité. En l'occurrence, c'est une entreprise donc, dans le BTP et qui ne savait que faire de milliers de casques de chantier qui jetaient à la poubelle tout simplement. Donc là, j'ai pu intervenir et leur mettre en lien avec une entreprise qui faisait du recyclage de casques de chantier et qui revalorisait ces casques en les retravaillant effectivement tout simplement. Donc voilà, la fourniture ou l'achat de prestations de sous-traitance est une solution qui, pareil, va impulser une phase de démarrage. Et souvent, les entreprises vont parfois penser que c'est plus simple de travailler à l'externe avec notamment des prestations qui vont être sous-traitées. Et qu'après, dans un deuxième temps, elles vont pouvoir effectivement construire en interne des réponses, soit sur de l'aménagement ou du maintien de salariés en situation de handicap, soit sur du recrutement. Mais voilà, la solution d'achat de prestations de sous-traitance n'est surtout pertinente que parce qu'elle comment dire, elle est dans une logique d'achat responsable, mais l'impact sur l'obligation d'emploi ne se fait qu'à hauteur de
50% du montant de la contribution que l'entreprise aurait versé. Alors la quatrième solution, c'est effectivement celle qui, à mon avis, ne va pas forcément coller avec votre secteur d'activité, notamment au niveau des tailles des structures, parce que chaque structure va être autonome malgré tout, même s'il peut y avoir une tête de réseau et plusieurs établissements qui sont dispatchés sur d'autres sites. Mais en règle générale, voilà, il n'y aura pas une taille d'effectif d'entreprise à 400 ou 500 salariés qui va légitimer un accord de branche, de groupe ou d'entreprise. Donc à partir de là, voilà, cette solution n'est pas forcément la plus pertinente par rapport à votre secteur d'activité. En fait, c'est une démarche qui est validée conjointement avec la directe dans le cadre de la mise en place de réponse à leur obligation d'emploi. Donc la dernière, c'est tout simplement celle qui est heureusement la moins active encore de nos jours, puisque voilà, c'est à peine une entreprise sur 8 qui fait le choix délibéré de dire bah, je ne ferai rien pour des personnes en situation de handicap, donc je vais verser une contribution classique, donc 3 900 € par salarié manquant, ou contribution majorée, qui peut monter donc jusqu'à l'équivalent un peu moins de 15 000 € lorsque l'entreprise est en situation de surcontribution. Donc, voilà, très clairement, les moyens de répondre à l'obligation d'emploi sont donnés ici. Après, c'est comment est-ce qu'on va adapter ou comment est-ce qu'on va construire la situation de réponse à l'obligation d'emploi en fonction de la spécificité de l'entreprise. Donc là, je vous ai mis effectivement le montant des contributions et des majorations avec des éléments en corrélant la taille des effectifs et les montants. Je me rends compte effectivement que je ne les ai pas tout à fait actualisés, puisqu'on est ils ont légèrement augmenté en fonction du coût horaire du SMIC. Alors l'entreprise face au handicap, alors le paysage du handicap, donc comme je vous l'ai dit, il y a l'AGFIP effectivement qui perçoit les contributions AGFIP. Il y a aussi donc voilà un interlocuteur qui me semble intéressant à connaître à minima pour vous, c'est effectivement le Cap Emploi, où chaque Cap Emploi va intervenir sur le territoire du département. Donc,
et qui va accompagner en tant qu'organisme de placement spécialisé, donc intégré au service public de l'emploi. Donc il va accompagner donc, des personnes qui lui sont orientées par Pôle emploi notamment, donc des demandeurs d'emploi, qui sont en démarche de recherche d'emploi et pour lequel le handicap est le principal frein effectivement dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un autre service donc, qui va être refondu dans l'offre du Cap Emploi et intégré au sein de l'organisme de placement spécialisé, donc, qui est donc le SAMET, le service d'aménagement et d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc en fait, c'est n'importe quel salarié qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc c'est-à-dire bénéficiaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité, première, deuxième ou troisième catégorie, ou d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Tout salarié ou toute entreprise peut à un moment donné donc, faire appel au service du SAMET qui va à un moment donné identifier et valider une demande d'aménagement du poste de travail du salarié. Donc enfin, effectivement, le troisième opérateur qui intervient au niveau des entreprises et donc Alter dans le cadre de la mobilisation des entreprises et dans l'accompagnement pour leur permettre de trouver des solutions adaptées à leur situation et à leur spécificité. Alors ce que je constate moi surtout et ce qui me semble vraiment intéressant pour vous dans la réflexion, c'est de se dire que le handicap il stimule souvent l'intelligence collective et managériale, quelle que soit la problématique de santé. Que je sois face à une déficience intellectuelle, une problématique psychique ou une problématique motrice, le fait de prendre en compte une problématique de santé d'un salarié et des impacts que ça va avoir sur la situation de travail, ça va très très souvent amener l'équipe à réfléchir en lien avec le manager sur la manière de travailler et de produire, et donc souvent d'amener des solutions en termes de rythme de travail et d'organisation du travail. Ça peut être par exemple une réflexion sur la pénibilité des postes et le rythme de travail et la manière de travailler en fonction effectivement de la situation. Donc là, je vais citer un exemple qui est assez intéressant où on a eu une personne qui avait une maladie de Crohn, donc une maladie digestive assez complexe, et qui travaillait comme employé polyvalent de restauration dans une restauration collective d'un collège et pour lequel la situation de stress générait à un moment donné une aggravation de ses contraintes de santé et générait de nombreux arrêts de travail. Et au final, une fois que la personne a eu à un moment donné l'acceptation de son handicap et donc du coup de mettre en place une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et qu'elle a posé comme juste simple prérequis que ce qui la mettait en difficulté, c'était d'être en travail posté sur le service du plat de 11h30 à 14h sur la situation de travail. Les autres salariés se sont rendus compte qu'en la positionnant juste sur la situation de dessert, on pouvait lui permettre de gérer sa maladie et gérer son stress et donc du coup de pouvoir s'absenter et quitter son poste une fois qu'elle avait fait la mise en rayon de l'ensemble des desserts. Donc du coup voilà, ça permet effectivement de permettre aux salariés, aux collègues et aux managers de réfléchir à la manière de travailler et l'organisation et la planification du poste de travail. Le handicap, ici, il est aussi là, je pense, et c'est ça qui est intéressant, sur une logique d'innovation technologique. On peut voir par exemple que le handicap moteur notamment, peut amener une réflexion sur l'ergonomie, la pénibilité des postes. Et j'ai eu le cas dans des situations de travail où l'intervention de la GFIP avec un ergonome a permis de gagner en productivité sur un poste de préparateur de commande avec l'installation de racks en système d'arrêt, les arrêts clic-clac.
risque pour à un moment donné charger des portes qui mesuraient voilà, 2,80 m et 80 kg. Et donc, du coup, ça a répondu à la fois aux besoins du salarié qui, lui, avait une double prothèse de hanche et qui pouvait à terme se retrouver très très vite en situation d'inaptitude. Et en même temps, ça a permis de gagner sur de la productivité et au final d'être sur des gestes et des postures nettement moins pénibles. L'autre situation, c'est qu'effectivement, un poste aménagé pour une personne en situation de handicap peut évoluer. Et ce qui est valable aujourd'hui avec l'essor des nouvelles technologies ou la manière de travailler ou les gestes et postures n'est pas forcément la même chose. Un exemple va être tout simplement des outils bureautiques sur lesquels vous pouvez travailler et qui peuvent avoir des impacts très très différents. On vous change un logiciel, on va vous changer effectivement une manière de travailler. Et pour le coup, un aménagement de poste qui pouvait paraître cohérent, on change juste un logiciel, ça peut devenir compliqué. J'ai eu le cas dans une entreprise où il a fallu effectivement, pour une personne avec une problématique visuelle, adapter le logiciel qui, au final, était mal paramétré, générait une difficulté de lecture pour ce salarié du fait de la lumière bleue qui était trop marquée et qui en plus générait beaucoup de fatigue chez les autres salariés. Donc du coup, voilà, l'innovation pédagogique, elle a eu lieu avec l'optimisation de ce logiciel via le service effectivement qui délivrait l'outil de travail aux entreprises. Donc voilà, la réflexion sur la sécurisation des parcours professionnels est de se dire ce qui existe aujourd'hui peut être complètement cohérent pour une personne, mais avec l'évolution du poste de travail ou de l'activité, je peux très très vite me retrouver en difficulté. Donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé permet toujours d'avoir un levier ou une manière de réfléchir sur les gestes, les postures ou la manière de délivrer l'activité ou les tâches qui me sont confiées. Et donc du coup de donner les moyens aux salariés ou aux entreprises de travailler ensemble. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut capitaliser sur la question du handicap dans l'entreprise, c'est qu'on est vraiment sur une logique de prévention du risque d'inaptitude et que quand je tiens compte d'une problématique de santé individuelle, je vais limiter la pénibilité, limiter l'absentéisme, tout simplement. Donc en limitant l'absentéisme, je minore mes coûts puisque si je suis par exemple sur un office de tourisme où l'établissement il est en zone rurale et j'ai 6 collaborateurs et j'en ai un qui est régulièrement absent et pour lequel il y a besoin de recruter et que la compétence n'est pas forcément présente sur mon territoire, c'est un report d'activité et une suractivité chez les autres salariés qui peut du coup être source d'usure professionnelle aussi pour les autres et qui à terme pour le salarié qui est fréquemment en arrêt de travail, c'est potentiellement un risque d'inaptitude. Ça permet aussi de limiter les coûts, puisque un salarié avec une problématique de santé sur lequel on va travailler sur la qualité de vie au travail, c'est un salarié pour le coup qui va. C'est une manière d'envisager la démarche sous l'angle financier en travaillant comment dire, sur la minoration des coûts, puisque un coût d'arrêt de travail ou d'absentéisme est quelque chose qui coûte cher à l'entreprise. Il y a besoin de recruter, parfois passer par l'intérim, du CDD. Donc voilà, il y a des coûts indirects qui peuvent être importants. Donc on travaille voilà, sur une logique d'entreprise responsable et dans lequel effectivement les salariés n'ont pas peur à un moment donné de faire part d'une difficulté de santé qui peut avoir un impact sur une activité ou sur une manière de délivrer l'activité professionnelle. Donc
on est voilà, globalement sur euh, des salariés sur lesquels la notion de qualité de vie au travail est vraiment importante et génère vraiment quelque chose de très très positif. Et du coup, euh, ce sont des indicateurs sur lesquels l'attractivité de l'entreprise euh, pour de nouveaux talents peut largement être valorisée par cet impact-là. Et voilà, on va plutôt avoir tendance à vouloir aller travailler dans une entreprise ou dans un office de tourisme si à un moment donné on sait qu'il va y avoir une fidélité et très peu de turnover, plutôt qu'effectivement d'aller travailler dans une entreprise sur laquelle on sait que les conditions de travail sont pas forcément optimales et pour lequel le bien-être euh, des salariés ne se sent pas. Enfin, voilà, ça me semble ce sont des choses qui sont vraiment pertinentes à voir et qui fonctionnent plutôt bien. Alors là, je vous ai pris effectivement l'exemple d'une entreprise de commercialisation de fruits et légumes pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut être mis en place. Donc la première des démarches, c'est effectivement voilà, mettre en place un diagnostic social, ça me semble important, et bien comprendre la spécificité de l'entreprise, donc son organisation, ses métiers, son activité, comment elle délivre effectivement ses prestations. À partir de là, donc rencontrer directement les salariés et les informer sur ce qui est réellement la reconnaissance en qualité de travail handicapé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider. En l'occurrence, donc là, il y a eu effectivement un appui administratif pour 4 salariés qui ont accédé à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, dont un pour lequel on a mis effectivement une relation avec le service du SAMED pour chercher effectivement une recherche de solution de maintien. En l'occurrence, c'était un salarié qui avait une problématique d'épaule et une difficulté au port de charge et au tirage de charge. Donc, on a pu voilà, équiper ce salarié avec un transpalette électrique financé donc, voilà, à hauteur de 50% par la GFIP. En règle générale, la GFIP participe toujours au financement dans la limite effectivement d'un montant qui est très très variable en fonction de la nature de l'investissement. Un transpalette électrique ou un siège ergonomique, par exemple, si j'ai une personne qui a une problématique de dos et qui a besoin d'un siège ergonomique, on est de l'ordre de 50%. En fonction de la typologie du handicap, par exemple, on peut très très vite aller sur de l'acquisition de prothèses auditives si la personne est en perte d'audition forte et a besoin d'être appareillée. On a pu effectivement travailler notamment après sur du maintien d'un collaborateur en mi-temps thérapeutique et surtout réfléchir sur la manière dont le poste pouvait être progressivement mis en œuvre pour aller sur un temps plein. On a travaillé notamment aussi sur ce qu'on appelle la mise en œuvre d'une reconnaissance de lourdeur du handicap. Donc là, on était parti effectivement sur une difficulté intellectuelle et un salarié pour lequel on s'était vraiment rendu compte qu'il y avait un manque de productivité qui était évident par rapport aux autres collaborateurs et que c'était difficilement concevable de se dire j'ai un salarié qui travaille moins et qui est moins productif et par rapport à ses collègues, ça fait une répartition des charges sur ses autres salariés. Donc là, il y a eu une prise en charge effectivement de la lourdeur du handicap, mais qui était vraiment liée à une déficience intellectuelle de ce salarié sur ce poste. Et avec une prise en charge financière importante, puisqu'on a pris en charge 45% du montant du salaire. On a pu optimiser aussi l'entreprise avec le recours à la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé, en l'occurrence sur tout ce qui a été nettoyage de la flotte et des camions spécifiques au niveau de l'entreprise. Et après, derrière, une fois que les actions en interne ont pu être mises en place, on a travaillé sur de l'externe et notamment mis en place le recrutement de candidats pour bénéficier. Donc là, en l'occurrence, la spécificité s'est faite avec le Cap emploi. En fonction de l'activité ou des besoins de l'entreprise, l'ouverture peut se faire auprès d'autres structures
très très large, de type organisme de formation, organisme spécialisé en fonction des typologies d'handicap, si le secteur d'activité effectivement permet l'inclusion des personnes selon leurs problématiques de santé. Voilà, le panel, il est très très large pour sourcer. Encore faut-il voilà, être accompagné, trouver les bonnes solutions techniques, financières et organisationnelles pour faire en sorte que le recrutement se fasse de manière optimale. Et en l'occurrence, voilà, le recrutement de la personne sur un poste de travailleur handicapé a été accompagné d'un financement d'une autolaveuse. Donc, en fonction de la situation et de la modalité, l'entreprise est accompagnée de manière globale et individualisée sur tout ce qu'on peut mettre en place en fonction de sa situation. Donc voilà les éléments moi, qui me semblaient importants pour vous communiquer sur ce qu'est le handicap en entreprise, avec vraiment cette notion que le handicap va plutôt être une restriction à une tâche ou une activité dans un environnement donné. On arrive à neutraliser la cause négative de l'environnement et la personne ne va plus se retrouver en situation de handicap. Donc le handicap en fait ne va être que la prise en considération de la différence ou d'une difficulté et que cette considération-là va permettre l'optimisation de la situation de productivité du salarié, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs. Dans lequel la personne va intervenir. Donc le handicap, c'est simplement en fait voilà, tenir compte de la diversité, de la spécificité de chacun et voir comment on peut l'optimiser au mieux en fonction d'un site et d'une culture d'entreprise et d'une équipe qui la compose. Donc je termine effectivement là-dessus et je reste disponible pour échanger avec vous sur les questions potentielles que vous pouvez me proposer. C'était dans le bureau d'à côté. Merci Denis, merci beaucoup. Bon, alors on va compter sur Katia pour voir si déjà elle a quelques questions ou remarques éventuellement à nous faire passer. Moi, je m'en suis noté une en écoutant ton propos. Alors, c'est une question très particulière, mais c'est par rapport justement à la question du diabète. Oui. Tu disais, tu as cité à un moment donné que ça pouvait être reconnu finalement dans ce type de problématique. Est-ce que par rapport parce qu'il y a des diabètes de type 1, de type 2, à quel niveau on place le curseur? Le curseur, il va être en fait le positionnement de la personne sur la gestion de sa maladie et l'incidence que ça peut avoir à un instant T. C'est-à-dire que dans le cas de beaucoup de maladies invalidantes, il y a une phase initiale et après, il va y avoir l'évolution de la pathologie qui va être tout simplement liée à l'évolution de la maladie et ou le vieillissement. Et d'une personne à une autre, le ressenti peut être très très différent. J'aurais pu prendre la même chose sur une hernie discale. Pour une personne, on peut très bien avoir une hernie discale qui va être complètement gérée et pour lequel ça ne va pas poser de problème, y compris sur un poste physique, et pour d'autres personnes, ça va devenir problématique. Donc, pour revenir voilà, sur l'exemple du diabète, je suis intervenu sur plusieurs salariés qui étaient en situation de diabète et sur des métiers de responsable commercial. Et l'impact était très très variable en fonction de la charge d'activité, parce que dans une des entreprises, il y avait une forte saisonnalité qui était marquée, donc du coup une activité qui était très très dense sur une saison qui pouvait durer 3-4 mois, mais pour lequel il y avait un impact commercial fort pour cette entreprise-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, ce
qui mettait en difficulté la personne, c'était les déplacements, puisqu'elle était responsable commerciale dans une structure qui gérait des magasins et qu'elle elle gérait en fait le choix des collections et qu'elle avait besoin d'aller rencontrer à ces moments-là les directeurs de magasins. Donc ça générait des gros déplacements qui étaient complexes pour cette personne et tous ces déplacements se faisaient en voiture. Donc là, ce qui questionnait, ce qui était problématique pour cette personne, c'était effectivement les modalités de déplacement. On n'intervient pas sur la logique de handicap. La personne avait un véhicule de société qui était a priori confortable, une boîte automatique, et c'était pas problématique. Sauf que c'était la fréquence et l'organisation du travail. Donc au final, on a pu mettre en place une charge de déplacement qui a été rationalisée sur des grosses villes, et puis après, via l'avion, et après se dire, on met à disposition du salarié un véhicule de location qui va être beaucoup plus simple. Donc on a juste réfléchi sur l'organisation du poste de travail. Pour une autre personne, la problématique consistait ni plus ni moins à, en fonction de certains pics de fatigabilité qui étaient liés à la saison, enfin la saison, le temps qu'il fait dehors, que la personne avait plus ou moins de fatigue sur certaines périodes et que du coup, la gestion de sa maladie faisait que la pause entre midi et deux pour ce salarié était trop courte. Et que du coup, alors, on a tous après un repas une baisse de concentration. Enfin, c'est naturel. Chez cette personne, c'était fortement impactant parce qu'effectivement, elle n'avait pas le temps de prendre son insuline, de gérer la fatigue qui en découle, et après de prendre son repas et de gérer encore la fatigue qui en découle. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, que cette personne soit sur une phase administrative et qu'elle commence à 9 h du matin ou qu'elle commence à 7 h 30, il n'y avait pas d'impact par rapport à elle et qu'elle termine après en fonction de l'heure. Par contre, qu'elle ait besoin d'un temps de pause plus important entre midi et deux, ça c'était quelque chose qui dans l'entreprise n'existait pas. Le temps de pause c'était 1 heure et c'était comme ça. Donc ce qui a pu être mis sur la table avec l'entreprise, c'est de se dire, ben, on travaille juste sur une planification mais qui tient compte du niveau de productivité du salarié. Ce salarié, on l'a fait embaucher à 7 h 30 au lieu de 9 h. Il était effectivement très productif puisque le matin, il n'y avait pas d'impact sur sa maladie. Par contre, sur la phase effectivement d'après-midi, on lui a laissé une pause entre midi et demi plus importante, entre midi et deux plus importante, pardon. Et on l'a surtout mis sur du back-office et on a valorisé ses déplacements plutôt sur le matin. Voilà, donc c'est la réflexion est de se dire quelle est ma problématique de santé, comment est-ce que je gère l'impact et est-ce qu'à quel moment j'estime que c'est plus acceptable ou que c'est trop contraignant ou trop impactant. Et là, c'est vraiment la personne qui va à un moment donné faire cas ou pas de sa problématique de santé. Plein de personnes qui sont diabétiques, y compris de type 2, n'ont pas de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elles n'en estiment pas le besoin. D'autres personnes, sur juste du type 1, vont être... Donc c'est très très variable. Et après, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre pour optimiser la situation de travail. Dans 85% des cas, il n'y a pas besoin d'aménagement technique avec du matériel. On va très très souvent être sur une réflexion managériale, une réflexion organisationnelle, une manière d'appréhender le travail et c'est souvent ça qui est pertinent. Merci. Est-ce que Katia, tu as une remarque? Je te vois tapoter. Pourriez-vous expliciter, s'il vous plaît, par rapport au sujet? Alors, on va juste remonter un tout petit peu. Vous avez parlé de diagnostic social Oui. dans l'entreprise. Pourriez-vous expliciter, s'il vous plaît, par rapport au sujet? Ouais, alors le diagnostic social de l'entreprise, c'est effectivement, quand je parle de diagnostic social, c'est que je veux vraiment travailler sur la manière, sur les métiers qui sont présents dans l'entreprise et surtout l'organisation dans l'entreprise. Puisqu'en fait, voilà, donc là c'est vraiment le diagnostic social et RH et la manière de travailler. Je prends un exemple, dans la grande distribution, je peux très bien avoir une personne qui va être préparateur de commandes dans une enseigne de grande distribution, donc une grosse entreprise. Et en fait, elle ne va pas faire du tout le même métier qu'un autre préparateur de commandes sur une structure différente, puisqu'en fait, ils vont être sur une gestion des stocks. Donc, sur la grande structure, ils vont être sur la gestion des stocks. Donc, j'ai une problématique de santé, par exemple sur le port de charge, au travail les bras en élévation. Je ne vais pas me retrouver en difficulté parce que je vais être plutôt sur de la rotation des stocks et en tant que préparateur de commandes.
Là où l'autre, il va pas y avoir de gestion des stocks et donc du coup, je vais être sur de l'entrée et sortie permanente, donc je vais être sur une multiplicité des gestes et des postures et des tâches de manipulation qui, pour la pathologie d'une personne dont je faisais pas, pouvait vraiment très très vite se retrouver en situation. Donc, d'un métier d'agent de comptoir à l'office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz et d'agent de comptoir à l'office de tourisme de Guéret, je ne vais pas du tout avoir le même flux de saisonniers, je ne vais pas avoir le même flux, les mêmes demandes. Donc, les tâches qui vont en découler peuvent être très très différentes. Donc, ce qui peut être impactant sur Saint-Jean-de-Luz ne pas l'être, par exemple, sur Guéret. J'espère avoir répondu à votre question. Donc le diagnostic social, voilà, c'est vraiment effectivement se dire quel est les métiers, quelle est l'organisation et qu'est-ce qu'on peut améliorer sur l'organisation pour, mieux tenir compte des éventuelles problématiques de santé. C'est-à-dire que quand je parle de diagnostic social, je vais effectivement aussi travailler avec l'entreprise le nombre d'arrêts de travail, la nature des arrêts de travail, réfléchir sur s'il n'y a pas des services qui peuvent être plus ou moins impactés par des problématiques de santé, et si oui, quelles sont-elles, et qu'est-ce qu'on peut avoir. Problématiques de santé, non seulement physique, ça peut être aussi tout simplement psychologique aussi. Hein, la maladie psychique au travail est quelque chose qui explose de plus en plus et qui peut vraiment mettre en difficulté. Une autre problématique dont on peut parler aussi, c'est problématique auditive. Je vais les citer parce qu'ils sont plutôt bons pour le coup sur une démarche de borne d'accueil, mais c'est quand vous allez dans un magasin d'arty, la borne d'accueil est complètement limite. Et on est quasiment dans un cocon, puisqu'effectivement, il y a un système qui est au niveau du plafond et qui permet d'absorber complètement les sons, et donc qui donne une ambiance de confinement. Au départ, c'est pensé effectivement pour à la fois les personnes avec une problématique auditive qui vont être sur un confort de travail, et ça permet aussi d'apaiser à un moment donné la volumétrie sonore et gagner en confort de travail. Voilà, donc la clé d'entrée, c'est de se dire quel est l'environnement de travail et comment est-ce qu'on peut optimiser au mieux la situation. Est-ce que Katia, tu avais un complément à demander? Profiter de l'expertise de Denis sur ce sujet, justement. Avant de peut-être conclure en quelques mots. Ça maintient le suspense, en fait, Ouais, je vois ça. de voir que la personne est en train de pianoter. Comment découvrir, révéler des handicaps déjà présents dans l'entreprise, mais cachés pour des raisons personnelles, comme tu l'as évoqué Ouais, tout à l'heure, et notamment liées à l'organisation du travail, le risque peut-être des fois, ou la crainte finalement qu'on se retrouve stigmatisé ou avec une perte finalement de confiance en fait de la hiérarchie pour honorer d'autres missions, de nouveaux projets. Alors, je crois que l'accompagnement qui est proposé, il n'est pas pro-entreprise, pro-salarié. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que je suis vraiment, et le service aussi, on est dans une logique où on est sur une logique de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'un salarié pour lequel on va tenir compte d'une problématique de santé et qui vient travailler en confiance, c'est quelqu'un qui va être productif. Et pour l'entreprise, c'est de se dire, je veux bien tenir compte des problématiques de santé de mes salariés, mais je veux qu'il y ait aussi un rythme de travail qui soit cohérent. Donc je crois que la première des choses, pour que les gens soient conscients que ce n'est pas une recherche d'une démarche financière, mais c'est bien une démarche de qualité de vie au travail et d'entreprise responsable, c'est d'avoir un discours vrai. Et quand à un moment donné, un salarié va parler d'une problématique de santé et d'une efficacité professionnelle au niveau de son poste de travail ou d'une difficulté qui peut l'affecter, on va jamais notifier effectivement la difficulté ou la nature de la maladie. On va plutôt effectivement le transformer sur une situation effectivement professionnelle. Quelqu'un qui va avoir une difficulté sur du travail penché en avant, par exemple, sur
sur du port de charge, et tout ça c'est dû à un moment donné à une maladie invalidante ou quelle que soit la nature de sa problématique motrice. On ne va jamais déterminer la nature de la problématique de santé du salarié, on ne communique jamais là-dessus, ça c'est vraiment quelque chose d'important. On va communiquer sur la restriction par rapport à l'environnement du poste. Donc, du coup, le salarié ne se sent pas stigmatisé. Et, et, et du coup,